Disons aujourd'hui qu'en somme, si elle occupe cette place dans la constitution psychique que Freud nous a appris sur la base de la thématique du principe du plaisir, elle est, cette chose, ce qui du réel, entendez ici un réel que nous n'avons pas encore à limiter, je veux dire qu'il s'agit du réel dans sa totalité, il s'agit aussi bien du réel qui est celui du sujet que du réel auquel il a affaire comme étant, à lui extérieur, ce qui du réel primordial, nous dirons, pâtit du signifiant, puisque c'est pour autant que c'est en élément signifiant que flocule, que cristallise le premier rapport qui, chez le sujet, se constitue dans le système dans le système psychique, qui va être lui-même soumis à l'homéostase, à la loi du principe du plaisir. C'est pour autant donc que cette organisation signifiante domine l'appareil psychique tel qu'il nous est livré par l'examen et la manipulation du malade. C'est pour autant que les choses sont ainsi, que nous pouvons dire donc, sous une forme tout à fait négative, qu'il n'y a rien entre cette organisation dans le réseau signifiant, dans le réseau des Vorstellungen Repräsentanzen, et la constitution dans le réel de cet espace, de cette place centrale sous laquelle d'abord se présente pour nous, comme tel, le champ de la chose. C'est très précisément dans ce champ, en somme, que doit se situer ce que, d'autre part, Freud nous présente comme devant répondre à la trouvaille comme telle, comme devant être cet objet, wiedergefunden, retrouvé. Telle est pour Freud la définition fondamentale de l'objet dans sa fonction directrice. Il le souligne d'une façon dont j'ai déjà montré le paradoxe, qui est très précisément que cet objet, il ne nous est pas dit qu'il est réellement perdu. L'objet est, de sa nature, un objet retrouvé. Qu'il ait été, si l'on peut dire perdu, en est la conséquence, mais après coup. Et donc, en tant qu'il est retrouvé, il l'est sans que nous sachions que c'est cette retrouvaille qui a été perdue. Nous retrouvons là cette structure fondamentale qui nous permet d'articuler que la chose dont il s'agit est ouverte dans sa structure à être représentée par ce que nous avons appelé, dans notre discours précédent, rappelez-vous le discours de l'ennui et de la prière, ce que nous avons appelé autre chose. Autre chose est essentiellement la chose. C'est là la deuxième caractéristique, en tant qu'elle est voilée, et aussi ce qui de sa nature, dans la retrouvaille de l'objet, est comme tel représenté par autre chose. Vous ne pourrez point manquer de voir ici, dans la phrase célèbre de Picasso, « Je ne cherche pas, je trouve », que c'est le trouver, le trobar, des troubadours et des trouvères, de toutes les rhétoriques, qui prend le pas sur le chercher. Évidemment, ce qui est trouvé est cherché, mais cherché dans les voies du signifiant. Mais cette recherche est en quelque sorte une recherche antipsychique, qui elle-même, par sa place et sa fonction, est au-delà du principe du plaisir. Car selon les lois du principe du plaisir, le passage du signifiant, le signifiant projette l'égalisation, l'homéostase, la tendance à l'investissement uniforme du système du moi comme tel, dans cet au-delà, à le faire manquer. La fonction du principe du plaisir est de porter le sujet de signifiant en signifiant, en mettant autant de signifiants qu'il est nécessaire à maintenir au plus bas le niveau de tension qui règle tout le fonctionnement de l'appareil psychique. Nous voici donc amenés au rapport de l'homme à ce signifiant.
Ceci va nous permettre de faire le pas suivant: comment le rapport de l'homme au signifiant, à savoir ce en quoi il en est le manipulateur, peut le mener. Puisqu'il semble que le principe du plaisir seul règne par une loi, dont vous savez que comme telle elle est exprimée par une loi de l'heure, règle sa propre spéculation à travers cet immense discours, qui n'est pas simplement, bien sûr, ce qu'il articule, mais aussi bien toute son action, pour autant qu'elle est dominée par cette recherche qui le porte à retrouver les choses dans les signes, comme ce rapport au signifiant peut mettre l'homme en rapport avec un objet qui représente la chose. C'est ici qu'intervient la question de savoir ce que l'homme fait quand il façonne un signifiant. La difficulté concernant le signifiant est justement de savoir ne pas se précipiter dans le fait que l'homme est l'artisan de ses supports. Pendant de longues années, je vous ai plié à la notion qui doit rester première et prévalente de ce qui le constitue comme signifiant, à savoir les structures d'opposition dont l'émergence modifie profondément le monde humain comme tel. Il reste que ces signifiants, dans leur individualité, sont façonnés par l'homme et, si l'on peut dire, probablement plus encore avec ses mains qu'avec son âme. C'est ici que nous sommes amenés, et nous n'avons point à en être surpris, car je pense que déjà vous le sentez venir, c'est bien ici qu'est notre rendez-vous de l'usage du langage, qui tout au moins pour la sublimation de l'art n'hésite jamais à parler de création. Cette notion de création, avec ce qu'elle comporte de savoir de la créature et du créateur, doit être maintenant promue, amenée parce qu'elle est tout à fait centrale, non seulement dans notre thème, le motif de la sublimation, mais dans celui de l'éthique au sens le plus large, dans celui du problème qui conduit, dans l'éthique, la question freudienne. Je pose ceci. C'est qu'un objet peut remplir cette fonction qui lui permet de ne pas éviter la chose comme signifiant, qui lui permet de la représenter en tant que cet objet est créé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous allons, selon un apologue qui nous est fourni par la chaîne des générations, dont rien ne nous interdit de nous servir, nous rapporter à la fonction peut-être la plus primitive de l'âme, à la fonction artistique du potier. Je vous ai parlé la dernière fois de la boîte d'allumettes, j'avais mes raisons. Vous verrez que nous la retrouverons. Elle nous permet peut-être de nous montrer plus de choses et d'aller plus loin dans notre dialectique que le vase. Mais le vase est plus simple. Il est certainement né avant la boîte d'allumettes. Il est là depuis toujours. Il est peut-être l'élément le plus primordial de l'industrie humaine. Il est sûrement un outil, une chose, un ustensile qui nous permet, sans aucune espèce d'ambiguïté, d'affirmer la présence humaine. Il est ce quelque chose devant quoi il convient de nous arrêter. Ce vase qui est là depuis toujours et dont depuis longtemps on a fait usage pour nous faire concevoir paraboliquement, analogiquement, métaphoriquement les mystères de la création, il peut encore nous rendre service. Je n'ai en tout cas, pour avoir confirmé son appropriation et nous faire sentir ce que c'est que la chose, qu'à vous dire, si vous vous reportez à ce que Heidegger, le dernier venu dans la méditation sur le sujet de la création, nous présente quand il s'agit dans ses recueils, dans lesquels se trouve l'article dont je vais vous parler, de nous parler, lui, de Dasding. C'est autour d'un vase qu'il nous en développe toute la dialectique. Cette dialectique qui, comme vous le savez, chez lui est une dialectique de l'être,
La fonction de das Ding par rapport à la perspective heideggerienne de la révélation présente, contemporaine, liée à ce qu'il appelle la fin de la métaphysique, de ce qui est l'être, je ne m'y engagerai pas. Je veux simplement vous dire que vous pouvez aisément, tous autant que vous êtes, vous y reporter. Il suffit de vous reporter aux essais et conférences et à cet article sur la chose. Vous verrez assurément la fonction que lui donne Heidegger, dans une sorte de procès humain essentiel, de conjonction aussi des puissances célestes et terrestres autour de lui. Pour nous, aujourd'hui, je veux simplement nous tenir à ce quelque chose de tout à fait élémentaire qui distingue dans le vase, de son usage ustensile, sa fonction signifiante comme telle. S'il est vraiment signifiant, et si c'est le premier signifiant façonné des mains de l'homme, il n'est signifiant dans son essence de signifiant de rien d'autre que de tout ce qui est signifiant. Autrement dit, de rien de particulièrement signifié. Si Heidegger le met au centre de l'essence du ciel et de la terre, qui lie primitivement par la vertu de l'acte de la libation, par le fait de cette double orientation qui le dirige vers le haut pour recevoir, et puis aussi par rapport à la terre dont il soulève quelque chose, élève quelque chose, c'est bien là la fonction du vase. Nous devons nous y arrêter un instant, et voir tout de suite que ce rien de particulier qui le caractérise dans sa fonction signifiante est bien, dans sa forme incarnée, ce qui caractérise le vase comme tel. C'est bien le vide qu'il crée, le quelque chose qui introduit la notion, la perspective même de le remplir. Le vide et le plein, dans le vase, par le vase, sont introduits dans un monde qui, de lui-même, ne connaît rien de tel. C'est à partir de ce signifiant façonné que le vase, que ce vide et ce plein comme tel entrent dans le monde, ni plus ni moins, et avec le même sens. Car, et ici c'est l'occasion de toucher du doigt ce cas de fallacieux, de fictif, l'opposition de la dimension du prétendu concret, du prétendu figuré, c'est très exactement dans le même sens que la parole et le discours peuvent être pleins ou vides, que le vase lui-même peut être plein, qu'entend d'abord que dans son essence il est vide. C'est très exactement ceci que nous approchâmes à un certain congrès de Royaumont, avec lequel nous avons déjà pris de la distance, quand j'insistais sur le fait que le pot de moutarde a pour essence dans notre vie pratique de se présenter à nous comme étant un pot de moutarde vide. Ceci qui a pu passer à l'époque pour un concetto, une pointe, va trouver, vous le verrez, son point et son explication dans la perspective où nous avançons. Quoi qu'il en soit, dans tous ces points, vous devez aller dans cette direction aussi loin que votre imagination et votre fantaisie peuvent vous le permettre. Et à ce titre, je ne répugnerai pas à ce que vous reconnaissiez dans le nom de Bornibus, qui pour nous correspond à une des présentations les plus cossues et familières du pot de moutarde, une des formes de ce que nous pouvons appeler les noms divins, puisque c'est Bornibus qui remplit les pots de moutarde. C'est bien en effet ici que nous pouvons borner. L'exemple du pot de moutarde et du vase nous permet d'introduire quelque chose qui n'est rien de moins que ce autour de quoi a tourné le problème central de la chose, en tant qu'il est, ce problème, le problème central de l'éthique. À savoir, si c'est une puissance raisonnable, si c'est Dieu qui a créé le monde, comment se fait-il que, d'abord,
quoi que nous fassions. Deuxièmement, quoi que nous ne fassions pas, le monde aille si mal.